depuis plusieurs mois dans l'obscurité du fleuve, deux équipes travaillent continuellement. Concentrés, les archéologues assurent la mission d'analyse et de documentation. Tout près, dans l'ombre, avec assiduité, les scaphandriers poursuivent leur objectif, extraire du Rhône le chaland romain. Ok, on va commencer le levage alors. Je reviens à la surface. Ok, on te récupère ton narguilé. Alors le travail de SCAF sur ce chantier-là, en fait, c'est de décaisser autour du bateau, à l'intérieur du bateau, à la suceuse à air, pour pouvoir positionner le berceau. Derrière, pour pouvoir passer les lattes en dessous le berceau, caler le bateau à l'intérieur du berceau et pouvoir remonter les tronçons un à un. L'équipe des scaphandriers est composée d'experts, habitués aux plongées complexes. D'ordinaire, ils travaillent sur des chantiers offshore ou sur des barrages. En donnant nos savoir-faire dans nos travaux publics avec les scaphandriers et on les a implémentés avec les archéologues pour réussir la tâche. À la différence d'un chantier archéologique terrestre, l'exploration et la fouille subaquatique nécessitent des moyens particuliers. Ben, le responsable de chantier, a conçu avec son équipe des outils spécifiques, comme le berceau et la plateforme qui servent à l'extraction du chaland. On a en charge la logistique, la responsabilité de toutes les plongées et tout ce qui concerne le lourd du chantier, c'est-à-dire les moyens nautiques et la réalisation de tout ce qu'on met en œuvre, et les phases de levage et de découpage. Il faut dire que les conditions sont exceptionnelles. Le bateau gît entre 4 et 8 mètres de fond. À peine dégagé des sédiments, il est exposé au courant qui peut le détériorer. De plus, la visibilité est minimale, nécessitant le support d'éclairage. C'est vrai que la visibilité est réduite comme là en ce moment, là, que c'est à peu près de 80 cm, c'est pas évident à travailler. On a vraiment l'impression d'être dans une bulle en quelque sorte, où on a une visibilité limitée. Mais voilà, avec le système d'éclairage, on arrive quand même à avoir à peu près une visibilité de l'ordre du bras. Ça peut aller de 20 cm à 1,50 m dans le meilleur des cas. Pour se repérer sur le chaland, différentes techniques ont été mises en place. On a mis des filières, il y a les cages, les protections, les lignes de coupe ou même certains objets caractéristiques. Ça nous donne tout un tas de repères visuels en fait, qui nous permettent de nous repérer assez facilement avec le lit du courant, avec le dénivelé, l'implantation des filets. Ici, sur ce chantier-là, on utilise deux techniques. Une technique classique avec des bouteilles. Et du coup, on part en couple autonome. Si on plonge avec des casques et du narguilé, du coup, on est relié à la surface et l'air nous est envoyé sous l'eau de la surface. Effectivement, les scaphandriers passent par John qui, en surface, gère les communications. Via une liaison vidéo et son, il peut suivre en direct les mouvements et diriger les plongeurs. Avec la radio, je communique avec un plongeur. Je peux passer l'information aux gens qui sont au ponton et au ponton, ils peuvent me passer l'information pour parler aux scaphandriers et comme ça on gère, on coordonne les opérations. Ça nous permet, en étant dans l'eau, d'avoir un échange en temps réel avec la surface. Au fil des relevages, la tension et l'émotion restent la même, car jamais rien n'est acquis. Pour les équipes de plongeurs, le doute, les risques et le danger sont omniprésents. C'est vrai qu'il faut rester relativement vigilant à tous ces repères, les cages, les filets, les paniers qui descendent, les grues, tout un tas de filières sous l'eau. Donc c'est vrai qu'on se coince en permanence. Il nous arrive d'avoir des paniers qui tombent pas très loin de nous. On ne peut pas se permettre de prendre des risques. Forcément, la tension elle est importante. On sait qu'on a des décisions à prendre et il faut s'adapter vraiment au moment présent. Si les premiers relevages se déroulent parfaitement, le quatrième pose certains problèmes. On avait un poids supplémentaire de 1 tonne 2 à peu près, par rapport aux tronçons supplémentaires. Donc la charge était plus importante. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y avait plus de vent. Ce vent, il n'était pas annoncé aussi fort ce matin. Et il y a toujours des limitations pour les grues en fonction de la force du vent. Et on a été assez vite pas loin des limites de la grue. Donc on avait ce problème-là à gérer, c'est de savoir si on lève ou si on ne lève pas.
la responsabilité est grande pour Ben lorsque le grutier donne son feu vert. Attention, on oriente à droite. Au moment où le berceau était positionné à l'intérieur du ponton, dans la piscine du ponton, on a pris la décision avec le grutier d'opérer le levage. Tandis que lentement la barge se reconstitue, l'émotion gagne les archéologues et les scaphandriers. Donc on n'a jamais de vision d'ensemble. La vision d'ensemble du tronçon, on l'a au moment où elle sort. À chaque fois, on le découvre au moment où elle sort. Là, le fait d'avoir 3 tronçons alignés, ben, on voit un peu plus cette dimension du bateau. C'est comme un gros bateau. On voit qu'il est en bon état et moi, j'ai hâte de le voir monter maintenant et restaurer au musée. À l'issue des 7 mois de travail ininterrompu, les équipes d'Ocan, d'Ipso Facto et du musée départemental Arlantique atteignent leur objectif, dégager des profondeurs du Rhône la totalité de l'épave gallo-romaine.